L'album jeunesse au cœur de l'apprentissage. Utilisez les albums pour remarquer les styles d'écriture. Alors bonjour chers collègues, je te présente un atelier pour remarquer ensemble les différentes techniques que nos auteurs utilisent pour rendre leur histoire intéressante, fascinante pour nos élèves et pour nous aussi d'ailleurs. Donc, l'album jeunesse, comme on sait, est un outil indispensable pour enseigner toutes sortes de stratégies de lecture et d'écriture en français. Alors, en regardant les différents avantages d'enseigner explicitement l'écriture, vous allez reconnaître aussi les liens avec le nouveau programme cadre de français. Mais pourquoi on doit enseigner explicitement l'écriture narrative? Ben, c'est parce qu'on veut offrir de nombreux avantages pour le développement intellectuel et créatif de nos élèves. Cela les aide à devenir des communicateurs plus efficaces et des penseurs critiques tout en renforçant leur appréciation de la littérature jeunesse. Alors, on se pose la question pourquoi enseigner l'écriture narrative de façon explicite? Alors, il y a plusieurs raisons. Ici, j'en nomme 8, mais il y en a beaucoup plus. D'abord, on enseigne la structure narrative. En utilisant l'album, on va déceler différentes structures narratives des auteurs. Donc, on les expose, on les montre aux élèves pour qu'ensuite, à leur tour, ils puissent écrire en respectant cette structure. Par exemple, la structure problème, résolution de problème, ou la structure chronologique d'un événement. Ensuite, on améliore les compétences en communication, les compétences d'expression, la créativité, l'imaginaire de nos élèves et aussi la pensée critique. Aussi, ça encourage à la lecture parce que les élèves sont motivés de lire vu qu'ils comprennent davantage. Donc, plus on comprend ce qu'on lit, plus on veut lire. Alors, quand nos élèves, on leur enseigne explicitement l'écriture et c'est détaillé comment on écrit, mieux ils vont pouvoir comprendre la lecture aussi. Et ça renforce la confiance en soi et ça les prépare à d'autres genres de rédaction aussi. Donc, pour la structure narrative, l'enseignement explicite de l'écriture fait que les élèves acquièrent une compréhension plus approfondie de la structure des histoires, comme j'ai nommé deux structures tantôt. Cette compréhension peut être transférée à la lecture, ce qui améliore leur compréhension des textes narratifs. Donc, c'est exactement ce que je disais tantôt. Donc, la narration aussi enseigne aux élèves à choisir des mots et des phrases appropriées pour décrire des actions, des émotions et des lieux. Cela améliore leur vocabulaire et leur capacité à communiquer efficacement. Donc, choisir le bon mot. Donc, on va enseigner le vocabulaire à travers ces albums-là. On remarque qu'il y a énormément de vocabulaire de niveau 2. Il y a énormément d'expressions. Donc, les élèves développent leur capacité à s'exprimer aussi de manière claire et cohérente. Donc, en utilisant des exemples spécifiques dans nos albums, les élèves vont mieux comprendre comment rendre leurs écrits ou leur histoire plus claire et cohérente. Ils apprennent à organiser leurs idées et à les communiquer efficacement. On développe aussi l'imaginaire, la créativité des élèves. Donc, les élèves font preuve de créativité en inventant des personnages, des décors et des événements. Et cela renforce leur imagination et leur capacité à penser de manière originale. Ça développe aussi leur pensée critique parce que quand on lit un livre, on parle beaucoup, on pose des questions aux élèves et on va chercher des idées en profondeur. Donc, nos élèves peuvent penser de manière un petit peu plus approfondie lorsqu'ils écrivent leur histoire en se pratiquant à travers la lecture des albums. Les élèves peuvent à leur tour aussi faire de la pensée critique pour apporter des améliorations et pour justement renforcer les compétences en pensée critique. Et comme on disait tantôt, c'est l'encouragement à la lecture parce que les élèves peuvent développer un intérêt pour la lecture car ils voient comment les éléments narratifs fonctionnent dans la pratique. Et cela peut les motiver à explorer davantage la littérature. Et j'ajouterais même que ça augmente leur compréhension en lecture lorsqu'ils connaissent les structures. Et aussi, ça renforce la confiance en soi. Donc, les élèves réussissent à écrire une histoire complète, peut renforcer leur confiance. Cela leur montre qu'ils sont capables de produire un travail créatif et structuré. On les guide pas à pas
et on les encourage à terminer l'histoire, mais si l'enfant veut recommencer une nouvelle histoire, il n'y a pas de problème. Les élèves peuvent recommencer une nouvelle histoire et puis, mais c'est certain qu'on va encourager les élèves à la terminer éventuellement pour pouvoir avoir un beau produit final à la fin qu'on veut publier. Alors, ça renforce la confiance en soi et la fierté de nos élèves. Ensuite, on les prépare à d'autres formes de rédaction, donc il y a des stratégies qui sont transférables et on les nomme, on les montre aux enfants et puis ils peuvent développer des habiletés pour d'autres formes d'écriture. Donc, comme j'ai dit au départ, c'est l'utilisation d'albums. Donc, voici les albums jeunesse que j'ai choisis pour vous présenter des petits trucs que j'ai trouvés à l'intérieur. Donc, les voilà, ils sont là. Donc, dans l'album La Ruelle de Céline Comtois et Geneviève Després, on retrouve du suspense, on retrouve des rimes, des verbes puissants et des onomatopées. Entre autres, il y a plusieurs autres choses, mais je me suis arrêtée sur ces trucs-là. Donc, si vous voyez ici les rimes, on voit ici, on a « Aller à quatre pattes, les petites roches pointent dans mes mains et mes genoux, mais je continue d'avancer en fouillant des yeux le gravier. » Alors, les élèves peuvent remarquer qu'il y a des mots qui riment et quand on le lit, ça fait une belle sonorité, un peu poétique. Et puis, c'est quelque chose que les élèves peuvent pratiquer comme technique et l'insérer dans leur histoire. Et bien sûr, les onomatopées, les élèves en mettent souvent, surtout les élèves lecteurs le voient dans les livres et ils adoptent cette stratégie-là. Donc, cric, crac, croc et frouch, frouch, on enseigne, il existe des listes d'onomatopées, donc on peut les partager avec les élèves et les élèves peuvent les insérer dans leur histoire. On remarque ici dans l'histoire qu'il y a des verbes puissants. Donc, il faut attirer l'attention des élèves sur l'endroit où l'auteur a placé des verbes puissants, comme par exemple « J'enfouis mon petit trésor dans ma poche ». Donc, elle n'a pas dit « je mets mon petit trésor », mais « je l'enfouis ». Donc, on a l'impression que le geste est rapide et que la poche est peut-être un peu profonde, mais elle enfouit le trésor dans la poche. Elle inspecte les alentours. J'aimais beaucoup ce verbe-là aussi parce qu'elle n'a pas juste regardé aux alentours, non, elle inspecte vraiment parce qu'elle est curieuse et elle veut vraiment trouver la personne mystérieuse qui se cache dans son quartier. Donc, très belle histoire à lire aux élèves et de parler de verbes puissants et de suspense, évidemment. Donc, dans cette histoire, il y a une révélation graduelle d'informations. On va aller voir à la fin, on découvre qui est derrière le tout, la petite voisine, mais il y a des petits indices mystérieux aussi qui s'ajoutent tout au fil de l'histoire et il y a une création d'ambiance à l'aide des mots. Donc, on pourrait, avec les élèves, aller déterminer à quel moment est-ce que l'auteur a rendu l'histoire intrigante et qu'est-ce qui fait qu'on est curieux et qu'on a hâte de connaître la fin. On peut aller aussi sélectionner les mots qui créent cette ambiance-là avec les élèves. Maintenant, dans Jabari Plonge de Gaia Cornwall, il y a plusieurs petits trucs que j'ai trouvés. Par exemple, les longueurs variées des phrases, le point de vue, raconté par petits bouts, le dialogue est montré au lieu de dire. Pour le point de vue, c'est un livre qui est raconté par une tierce personne. Alors, on a « Je suis un grand plongeur », dit-il. Alors, je n'ai pas peur du tout. Alors, de faire remarquer aux enfants que c'est quelqu'un qui raconte l'histoire et que nous dit ce que Jabari a dit et de faire remarquer qu'il y a certains textes qu'on lit où c'est la première personne qui parle. Donc, j'ai vu, j'ai ressenti, j'étais, etc. Donc, on fait remarquer dans les albums aux élèves là, le point de vue. C'est dans notre curriculum aussi. Raconté par petits bouts. Donc, ici, on a le moment dans l'histoire où est-ce que il plonge. Et l'auteur choisit de raconter par petits bouts. Donc, par exemple, il ouvre les bras, il plie les genoux, il saute et hop, hop, puis il plonge, plouf! Alors, raconter par petits bouts, ce que je faisais avec mes élèves, c'est que je leur demandais toujours, mais qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? Parce que parfois, nos élèves racontent des histoires et l'histoire avance très, très vite et on peut pas se créer une image de ce qui se passe parce que l'élève avance trop vite dans son histoire. On ramène l'élève à l'essentiel puis on dit, OK, pense, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été ressenti? Qu'est-ce qui se passait au moment où c'est arrivé? Alors, raconter par petits bouts, c'est ça, c'est de ramener à un moment précis puis d'étoffer ce petit moment.
Ensuite, pour le dialogue, on a des exemples dans Jabari Plonge. Donc, tu peux passer devant moi si tu veux, dit-il à celui qui est derrière lui. Donc, j'enseigne ici, là. Puis, le meilleur livre pour enseigner le dialogue, selon moi, c'est tous les livres de Robert Munsch. Je trouve qu'à l'intérieur de ces livres, il y a énormément de dialogue avec des très bons verbes de dialogue. Donc, bon, c'est un petit conseil en passant. Mais ici, on voit ici, si tu veux, virgule, dit-il, à celui qui est derrière lui, il faut que je pense aux choses spéciales que je vais faire. Donc, enseigner aux élèves que parfois on ne dit pas qui parle, mais qu'on peut inférer. On peut inférer en suivant les images et l'histoire que on sait qui vient de parler. Donc, des longueurs variées des phrases, tu sais, pour avoir un style avec différents rythmes dans l'histoire. Il inspire profondément, ouvre les bras et plie les genoux, puis il s'élance, il quitte le tremplin, il vole. Alors voilà, on a créé des toutes petites phrases pour créer de l'excitation. On a ajouté évidemment les points d'exclamation pour une ambiance excitante. Alors, les élèves peuvent faire ça aussi dans leurs histoires. Ils peuvent avoir des phrases longues, moyennes et des phrases courtes et qui comprennent que quand on lit, c'est un rythme intéressant pour la fluidité dans l'histoire. Donc, c'est ce qu'ils peuvent pratiquer aussi. Ici, malheureusement, je suis désolée, j'ai choisi une même page pour une technique différente, mais je trouve que ça se ressemble même un peu. Ben, pas que ça se ressemble, mais vous voyez, j'ai mis des petites définitions. Donc, montrer au lieu de dire. Dire consiste à exposer une idée, à nommer un sentiment, à exposer un concept. Donc, on utilise pour cela des qualificatifs et des adjectifs. Ce sont généralement des éléments abstraits. Par exemple, je vais dire Jabari est anxieux. Bon, Jabari est anxieux. Donc, l'auteur qui va dire, c'est correct, on va dire aux enfants, on va parfois dire, bon, Jabari est anxieux. Ou on peut dire autrement, on peut définir comment il est Jabari. Donc, ce qu'il fait ou comment il se sent. Puis nous, ensuite, on s'attend à ce que le lecteur infère que Jabari est anxieux. Donc, c'est de montrer, au lieu de dire qu'il est anxieux, on va expliquer ce qui se passe, qui fait qu'il est anxieux. Donc, montrer consiste à utiliser un ou plusieurs détails concrets pour peindre une image, voyez-vous. Au lieu de dire qu'il est anxieux, on va peindre une image d'une personne anxieuse. Qu'est-ce qu'elle fait à une personne anxieuse? Hein, peut-être qu'elle ronge ses ongles, ou peut-être qu'elle joue dans ses cheveux, elle regarde à gauche et à droite. Bon, on va peindre une image. Et le plus souvent, montrer se fait en cumulant plusieurs de ces détails afin de brosser un tableau. Alors, dans cette partie du livre, si on regarde complètement en bas, mais quand son papa lui serre la main, il la serre bien fort à son tour. Alors, il y a de l'inférence à faire ici, puis c'est un exemple vraiment très restreint que je vous partage aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est pour dire que à ce moment ici dans l'histoire, Jabari devient beaucoup plus confiant. Donc, quand on est confiant, puis on donne la main à quelqu'un, on serre la main, on serre fort. Alors ici, c'est pour dire que Jabari, maintenant, il est confiant. OK? Alors, c'est peut-être pas une technique qui est facile à pratiquer pour l'élève, mais je crois sincèrement que l'élève est capable d'aller expliquer un comportement sans dire exactement comment se sent la personne. Donc, on pourrait commencer très simple, comme si la personne est triste, on pourrait dire des larmes tombèrent sur ses joues, des larmes roulaient sur ses joues, coulaient sur ses joues. Voilà, on est en train de dire que le personnage est triste. On peut commencer vraiment simple comme ça. Donc, voilà, c'est pour la stratégie montrer au lieu de dire. Maintenant, pour le bel album de David Goudreau et France Cormier, La réparation de mes parents, j'ai trouvé 4 trucs d'auteur. On a la personnification. Donc, tout au long de l'histoire, c'est l'histoire d'une famille, 2 enfants, des parents qui se divorcent, qui se séparent. Et puis, tout au long de l'histoire, il y a un petit poisson qui est l'animal de compagnie des enfants. Et puis, il a des sentiments humains. Alors, c'est une façon d'aller aborder des sujets délicats. Et puis, bon, ici, c'est un sujet délicat, mais pour un enfant, on pourrait montrer que dans une histoire, on peut donner une caractéristique humaine à un objet dans l'histoire pour rendre l'histoire ludique ou pour rendre l'histoire plus intéressante. Mais c'est quelque chose qu'on peut remarquer dans les albums, mais aussi que les élèves peuvent pratiquer dans leur propre texte.
On a une comparaison dans ce livre-là aussi. Donc, grand-papa, il pense que ce sera mieux après la séparation, que maman sera plus heureuse, que papa sera moins malheureux et que nous deux, on ne manquera de rien, surtout pas d'amour. Mon grand-père, il est brillant comme un poisson lanterne. Il a souvent raison. Alors, il compare son grand-papa à un poisson lanterne. Il y a beaucoup de comparaisons dans nos albums jeunesse. Donc, quand on les remarque avec les enfants, on peut en discuter et leur demander à leur tour d'en créer au moins une comparaison dans leur histoire. Maintenant, pour les phrases jumelles, ce sont des phrases qu'on appelle jumelles parce que on force une cohérence entre des idées. Donc, en abordant les phrases jumelles avec nos élèves, on les amène à rendre leur texte plus cohérent, c'est ça. Donc, une cohésion entre une idée et la prochaine idée et la prochaine idée. Donc ici, voyez-vous, je vais vous montrer. Papa pleure parfois, c'est correct de pleurer. Tout le monde a le droit de verser des larmes. Voyez-vous la connexion entre ces trois phrases? On peut dire phrase jumelle parce que je m'arrêterai à deux, mais éventuellement, on explique aux élèves que, d'une phrase à l'autre, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que les idées se suivent. Donc, papa pleure parfois, c'est correct de pleurer. Tout le monde a le droit de verser des larmes. J'ai une petite stratégie que j'utilisais aussi pour enseigner les phrases jumelles aux élèves. Donc, la petite vidéo était quelque part dans ma série de vidéos sur mon YouTube. Mais rapidement, je vais voir si je peux l'expliquer. Maman s'enrage des fois. C'est correct d'être en colère. Tout le monde a le droit d'être fâché. Alors ici, ce que je fais avec les élèves, par exemple, je dirais « Maman s'enrage des fois ». C'est la phrase. C'est quoi l'idée centrale de cette phrase? C'est le fait de s'enrager. Maman s'enrage des fois. Donc, j'encadrais le mot « enragé » pour dire, la suite devrait concorder avec le mot « enragé ». On ne va pas juste dire « Maman s'enrage des fois », puis le lendemain, elle fait son lavage. C'est pas très cohérent d'écrire ça, mais sauf que là, si on parle que maman est enragée, on continue dans la même veine d'idées. Alors, c'est correct d'être en colère, tout le monde a le droit d'être fâché, voyez-vous? C'est comme ça que j'enseigne les phrases jumelles aux élèves et je les invite à aller vérifier dans leur texte si leurs idées d'une phrase à l'autre a toujours un lien avec la prochaine phrase. L'humour, donc c'est toujours intéressant. Il y a toujours des enfants qui aiment ajouter des petites blagues dans leurs histoires et c'est amusant. Mais il y en a dans nos albums. On va me séparer, moi aussi, ma tête dans un sushi et mon corps dans une croquette. Ah! Donc, le poisson, encore une fois, s'imagine si lui, il était séparé. Ce serait comme ça. Alors, ça fait rire un peu. Ça allège un peu le thème qui est souvent difficile pour les enfants, là. Donc, un autre album jeunesse que j'adore beaucoup pour faire de l'enseignement explicite, c'est ma branche préférée, de Mireille Messier et Pierre Pratt. Alors, dans cet album-là, j'ai été capable de trouver une métaphore, j'ai été capable de trouver la narration circulaire, développer l'instant et le lieu, cadre et le décor, qui sont 4 des 21 trucs du tableau. Tout est dehors, tout est recouvert de glace. On dirait que mon quartier est enveloppé dans une lourde couverture de diamants. C'est joli. Moi, ça me fait aussi un peu peur. Donc, c'est une histoire de verglas. Donc, la petite se réveille un matin et c'est une tempête de verglas. Donc, voyez-vous la métaphore? Mon quartier est enveloppé dans une lourde couverture de diamants. Aux élèves, on va demander, est-ce que c'est vraiment une couverture remplie de diamants? Les élèves vont être capables de comprendre si ce sont des élèves qui ont déjà entendu parler ou vécu du verglas. Ils vont pouvoir dire que oui, justement, ça ressemble. C'est parce que ça ressemble à une couverture de diamants. Voilà. Alors, on détecte les métaphores, on fait parler les enfants et on leur demande à leur tour si eux, ils peuvent. Et c'est pas facile, mais je crois qu'avec beaucoup de détermination, les élèves arriveraient à créer des métaphores intéressantes. Alors maintenant, pour développer l'instant, c'est vraiment important de l'enseigner celui-là parce que, comme je disais tantôt, les élèves écrivent des histoires et ça se passe rapidement d'un événement à l'autre. Parfois, on sait même plus où sont les personnages, on comprend plus parce que ça va trop vite. Alors, on montre aux enfants que les auteurs, quand ils écrivent des livres, ils s'arrêtent sur des moments importants, des moments cruciaux de l'histoire, je dirais pas crucial, mais des moments importants, donc des péripéties importantes, et puis ils développent. Donc, nous, on dit aussi comme on étoffe, on rajoute de l'information. Donc, des travailleurs nettoient la rue.
Ils montent sur des échelles, réparent des fils, mettent du ruban jaune autour des arbres et des cônes oranges sur le trottoir. Tout le monde est si occupé. J'aimerais bien grimper sur mon arbre pour mieux les regarder, mais je ne peux pas. Alors, voyez-vous, on dit qu'ils nettoient la rue. Après ça, on dit vraiment, ben, comment ils nettoient la rue? Voici ce qu'ils font. Ils font ci, ils font ça, blablabla. Donc, on ajoute, on prend le moment du nettoyage et on le développe. OK? Donc, les enfants peuvent faire ça aussi dans leur texte. Pour la narration circulaire, j'ai trouvé que c'était intéressant comme technique et puis on peut le remarquer dans les albums et je crois sincèrement que les élèves sont capables aussi de le faire dans leur histoire. Alors ici, ce qu'on remarque, c'est qu'au début de l'histoire, elle dit « Je dévale l'escalier et je fonce dehors. C'était ma branche préférée, celle où je m'assoyais, d'où je sautais, sous laquelle je jouais. C'était mon château, ma base d'espion, mon bateau. » Alors on voit, c'est le début de l'histoire et on comprend que la branche préférée sur laquelle elle joue est remplie de glace et je crois même qu'elle est brisée. Oui, c'est ça, elle est brisée. Et puis, à la fin de l'histoire, il se passe plein de petits événements avec le voisin, la maman et tout ça. Et à la fin, voici comment elle termine vers la fin de l'histoire. Elle dit, cette branche était plus qu'une simple branche, c'était ma branche préférée. Celle où je m'assoyais, d'où je sautais, sous laquelle je jouais, c'était mon château, ma base d'espion, mon bateau. Voyez-vous, elle a repris l'information du début de l'histoire pour terminer avec le fait que la branche, c'était pas juste une branche. Et puis, c'est intéressant, cette façon de revenir, parce que ça détermine que, bon, ben, dans l'histoire, c'est ça qui est important. Donc, comment montrer aux enfants, dire, ben, qu'est-ce qui était important au début de l'histoire, qui était le cœur de l'histoire, mais ensuite, à la fin, on pourrait répéter une phrase ou des mots où les enfants peuvent pratiquer cette stratégie. On le voit pas dans tous les albums, évidemment, mais dans celui-là, c'est particulier. Je l'ai trouvé comme ça. Ensuite, quand l'auteur veut nous faire connaître davantage un lieu avec un cadre ou un décor, voyez ce qu'on peut faire. Tu sais, comme la petite, elle travaille avec un voisin, elle rabote la branche, elle fait des trous, nous faisons des trous. Nous scions encore et nous laissons le bois sécher. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps pendant ce temps-là, elle joue aux échecs. Nous sablons, puis nous vernissons 3 fois pour bien protéger le bois. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer aux enfants, comme en quelques pages, beaucoup d'informations. Donc, on voit vraiment, ils sont où, on voit vraiment ce qu'ils font. C'est intéressant, je trouve, comment l'auteur nous rend l'information sur plusieurs jours, voyez-vous, parce qu'ils ont bâti quelque chose et je vous dirai pas quoi il faudrait. L'histoire est vraiment intéressante. Maintenant, l'album Monsieur Tralalaire de Nathalie Ferrari et José Bisaillon. Et dans cet album-là, j'ai trouvé de la répétition et beaucoup de descriptions. Alors, regardez ici, on a tous les jours, Monsieur Tralalaire fait le même parcours et il chante la même chanson. 1 000 à pied, ça use, 1 000 à pied, ça use les souliers. Le facteur dépose les enveloppes et les colis dans les boîtes aux lettres. Alors, tout au long de l'histoire, le facteur livre des colis et puis il chante cette même chanson. Alors, on la relit souvent. Donc, il y a une répétition de la chanson écrite en italique aussi. On voit ça souvent dans les albums jeunesse. Et maintenant, pour la description, on voit une description de ce qu'il mange le matin. Alors, il prend un bon petit déjeuner. Il mange un bol de céréales, une banane, une rôtie au beurre d'amande et à la confiture de fraises, une orange, une gaufre au bleuet, etc. C'est intéressant aussi pour enseigner la virgule aux élèves, l'énumération. Donc, dans nos albums, on a beaucoup de descriptions, puis souvent, c'est ce qu'on enseigne à nos élèves. On veut qu'ils décrivent davantage dans leur histoire ce qui se passe. Alors, en utilisant les albums pour démontrer ça aux enfants, bien, c'est bien de leur montrer différentes descriptions, différentes façons de décrire, sans nécessairement énumérer, mais c'est une des façons que tu peux enseigner la description. Maintenant, pour l'album À qui la frite de Chloé Varin et France Cormier, j'ai trouvé Les 5 sens et Le retour en arrière. Donc, si vous connaissez l'histoire de Gontran et Henriette, je crois que c'est Henriette, mais on a Gontran.
Alors, pour les 5 sens, on a quand les boulettes grésillent sur le grill, quand le ketchup coule à flot et que la caisse enregistreuse teinte gaiement, les estomacs ne gargouillent jamais longtemps. Tu y entres en coup de vent, affamé, impatient, tu en ressors le ventre tendu, les doigts graisseux, souriants. Alors aussi, on a ici les rimes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent vraiment, on voit, on entend, puis on peut sentir. Donc, c'est une façon de d'écrire comment on utilise les 5 sens dans une histoire. Et puis, pour le retour en arrière, on voit là, justement que Gontran, il réfléchit au passé, il pense à ses frites. Et puis, et aussi, il y a les paiges le jour 17. Alors, il faut vraiment aller examiner chacune des images, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un retour en arrière parce que le personnage est en train de penser à sa vie antérieure avant qu'il arrive sur le bord de la mer pour aller voir sa cousine. Donc, c'est une technique intéressante pour les histoires qui fait partie de la structure finalement, hein, de la structure narrative. Donc, on peut enseigner ça aussi à nos élèves. Et aussi le saut dans le futur, donc le flash forward, je l'ai trouvé dans La girafe pas de cou de Carole Tremblay et Marie Boiseau. Regardez bien, ici, on a la girafe et c'est un saut dans le futur. Elle s'imagine. Donc, c'était bien joli, mais qu'est-ce qu'une vraie girafe ne fait pas? Gertrude réfléchit quelques instants. Patiner, bonne idée. Elle ne se rappelait pas avoir vu une girafe patiner, même à la télé. Elle réfléchit à ça. Elle réfléchit que dans un concours, elle pourrait montrer que, parce qu'elle cherche, c'est une girafe qui cherche ses talents. Elle veut savoir dans quoi elle est bonne. Donc, elle s'imagine, c'est un saut dans le futur. Donc, elle pourrait aussi jouer du banjo. Aucune girafe de sa connaissance ne faisait de musique. Gagner à la loterie, bon, ce n'était pas vraiment une activité, mais aucune girafe n'avait même déjà acheté un billet dans la région. Alors, voyez-vous, ça aussi, les enfants peuvent bien comprendre ce que c'est, le saut dans le futur. Et puis, dans leurs propres histoires, ils peuvent tenter de l'intégrer aussi. Alors, voilà, ça termine mon partage des trucs d'auteurs dans différents albums. Alors, je vous invite à soit aller chercher ces albums-là et les travailler avec vos élèves ou en trouver dans vos albums que vous avez déjà. Merci.